Dans les derniers épisodes, on a pas mal parlé de cépages, de styles de vinification, mais assez peu de régions et d'appellations. Du coup, on s'est dit qu'il était temps de partir pour un tour de France des régions viticoles pour découvrir les principales, mais aussi les moins connues. Alors avant de se lancer dans le cœur du sujet, pourquoi est-ce que tu voulais commencer le tour de France des régions viticoles par l'Alsace ? Par ordre alphabétique, Alsace, non, je sais pas, peu importe. Il a fallu qu'on démarre ce tour de France avec une des régions et j'aime énormément l'Alsace. Je trouve qu'on n'en parle pas très souvent. Il y a pourtant des cépages intéressants qu'on trouve pas dans les autres régions, en France en tout cas. Et puis j'aime bien le fait qu'on y fasse de tout. Toutes les sortes de vins imaginables, on les trouve en Alsace. Donc c'est intéressant, même s'il y a des blancs en majorité, mais il y a des rouges, des créments, des vins secs, des moelleux, des liquoreux. C'est intéressant à explorer. Ça, on aura l'occasion d'en reparler dans cet épisode. Et pour commencer, justement, est-ce qu'on ferait pas un petit point géographie ? Ah oui, géographie et climat. Alors, c'est vrai, on situe tous à peu près l'Alsace, et les vignes qui sont le long du Rhin, un peu nord-sud, sur les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, entre le fleuve et les Vosges, coincés entre les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que le climat, il est définitivement continental. On est quand même très loin de la moindre mer, océan, qui est très très loin. Et puis, surtout, il y a ces Vosges qui servent de coupe-vent, de paravent et qui stoppent les pluies. Donc ça en fait une région viticole qui est très très sèche. Je crois que c'est la plus... en tout cas, la moins arrosée de France, je crois qu'il y a 300 mm d'eau par an seulement. Enfin, c'est vraiment très très peu. C'est intéressant de visualiser ça, sachant que les Vosges sont pas trop dans la partie nord, autour de Strasbourg. Et c'est là qu'on trouve d'ailleurs les vins les plus vifs, les plus secs. Et puis, plus on descend au sud dans la vallée, et plus les Vosges font un écran, et on a parfois un peu plus de sucrosité dans les vins. Bon, il y a moins de nuages en été et en automne, l'ensoleillement est énorme, il fait chaud, il fait sec en journée, il fait frais la nuit, et ça c'est vraiment super pour la maturité des raisins, et c'est extrêmement propice au bio. Ça fait partie des régions qui ont vraiment augmenté leur surface en agriculture biologique de manière assez exponentielle ces derniers temps. Parce que moins d'humidité, donc moins de risque de maladie. C'est ça. C'est toujours ce problème de mildiou qui peut gâcher un peu l'engouement qu'on peut avoir pour transformer son vignoble en bio. Voilà, et puis surtout aussi, il y a des coteaux exposés, comme c'est un flanc de coteau qui s'allonge comme ça du nord au sud. Ça fait qu'il y a un espèce de flanc très très bien exposé, avec un peu d'altitude, un coteau parfaitement exposé et très complexe. C'est ça qui est hyper intéressant en Alsace. La géologie alsacienne, c'est à la fois un casse-tête quand on cherche à apprendre, à se souvenir que sur telle parcelle, c'est plutôt marneux, gréseux, et que cette autre, c'est plutôt sableux, schiste. C'est assez complexe, mais c'est magique. Les sols sont vraiment très très divers, c'est une mosaïque absolument incroyable, grâce à l'histoire géologique de la région. L'effondrement du fossé rhénan il y a des milliers d'années, entre le massif des Vosges et la forêt noire, là, ça a fait qu'il y a eu un remaniement des couches géologiques, avec l'érosion, l'apparition de sols des différentes périodes géologiques et différentes compositions. C'est là où on retrouve cette mosaïque hyper complexe de calcaire, de granit, de schiste, de marne, et après les compositions, les doubles, triples combinaisons de tous ces types de sols, c'est absolument passionnant. Et souvent, quand on parle de sol, on le rapproche souvent au terroir. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y aurait une diversité énorme de terroirs. Et en fait, si je me trompe pas, il y a l'appellation Alsace, et puis c'est à peu près tout. Bah oui, il y a Alsace, Alsace Grand Cru et Crémant d'Alsace. Voilà, c'est tout. Mais pour l'appellation l'AOC Alsace, qui est la grande majorité des vins, effectivement, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas de sous-couche, comme il y a par exemple dans la vallée du Rhône, avec les Côtes-du-Rhône, les Côtes-du-Rhône village, et puis les Côtes-du-Rhône village plus le nom du village. Voilà, il n'y a pas ces strates différenciantes dans les AOC. Mais depuis 2011, l'AOC Alsace peut être complétée quand même par une dénomination. Dénomination de lieu-dit ou une dénomination communale, pour quand même identifier des productions qui sortent du plus générique, plus qualitatif.
Alors dans les communes, je crois qu'il y en a 13 qui ont été délimitées et qui ont un cahier des charges plus restrictif que l'appellation régionale, sur l'encépagement, sur la taille de la vigne, les rendements, etc. Après, il y a certains lieux-dits qui ressortent sur l'étiquette, qui sont encore plus stricts que les communales, puisque c'est une échelle encore plus restreinte, encore plus petite. Et ensuite, concrètement, sur l'étiquette, on voit AOC Alsace, complété par le nom de la commune, je sais pas, Bergheim par exemple, ou du lieu-dit. Donc il y a quand même, même si on n'est pas au même niveau que la vallée du Rhône, comme tu disais, il y a quand même une volonté de hiérarchiser en fonction de la qualité des vins, et tu parlais même de grands crus. Oui, exactement. Mais bon, tu sais, ça c'est vraiment, je crois, 4% du vignoble. Hein. C'est très très confidentiel. Parce qu'en Alsace, il y a vraiment le vignoble de plaine et le vignoble de coteaux. Et là, il y a une vraie différence qualitative. Sur les coteaux, on trouve 51 grands crus qui ont été définis progressivement depuis 1975. L'appellation Alsace Grand Cru date de 1975. Et ils ont un cahier des charges dédié. Par exemple, il y a seulement 4 cépages autorisés. On les appelle les cépages nobles. Et ils sont vinifiés seuls. Par exemple, on aura Riesling, Grand Cru, Brudertal, le nom du Grand Cru. Et on verra bien qu'il y aura écrit Riesling, avec le nom du lieu-dit de ce grand cru précisément. Le millésime est obligatoire aussi. Alors il y a quand même 2 grands crus qui ont droit aux assemblages, hein, mais c'est un peu plus récent. Finalement, c'est vraiment le cépage qui donne un peu la reconnaissance du vin. Et on verra que c'est un peu la spécificité de manière générale de la région. Il y a aussi 2 autres mentions qui entrent dans le classement des vins en Alsace. Ce sont les mentions vendange tardive et sélection de grains nobles. Oui, ce sont des appellations qu'on peut faire sur les AOC Alsace et Alsace Grand Cru. Même si, par exemple, pour sélection de grains nobles, il y a un cahier des charges tellement strict, avec déclaration avant vendange, une fois rentré au chai pour être sûr qu'il n'y a pas de triche. Enfin, c'est très précis et c'est des vins exceptionnels. Hein. Donc là, c'est plus seulement le terroir qui change, c'est aussi la méthode de vinification. Et du coup, je sais pas, peut-être avant d'en parler plus en détail, je voulais peut-être revenir sur une particularité du vignoble alsacien qu'on a un peu mentionné juste avant, hein, sur les cépages. En fait, il y en a 7 très courants, une dizaine peut-être en tout, qui sont emblématiques de la région. Mais il n'y en a qu'un en rouge, par exemple. Il n'y a que le pinot noir pour faire des vins rouges. Mais comme il y a majoritairement des vins blancs, ça se comprend. Mais on va retrouver le Riesling, le Gewürztraminer, le Muscat, le Pinot blanc, le Pinot gris, pour ceux qui sont les plus connus. Et vraiment, en Alsace, on met le cépage en avant. C'est vraiment la particularité de cette région. On ne fait pas ça ailleurs. Ailleurs, on parle vraiment de l'endroit. Et en Alsace, on parle vraiment du cépage. Et en plus, on les trouve seuls. Il y a très peu d'assemblage de plusieurs cépages. Voilà. Donc ça, c'est bien indiqué sur l'étiquette, ce qui fait que c'est assez facile à comprendre. Un petit peu moins facile à comprendre, c'est le degré de sucrosité. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais la plupart de ces cépages sont plutôt des cépages aromatiques. Vraiment, ce qu'on retient en général des vins d'Alsace. Et c'est ce qu'on cherche à préserver. Les arômes, les saveurs. Et du coup, on utilise très peu le bois qui marquerait et qui changerait un peu le profil aromatique typique du cépage lui-même. On utilise des cuves en inox et on utilise des grands foudres de chêne qui ne donnent plus du tout d'arômes boisés, voilà, qui servent de contenant. Donc en termes de vinification, c'est quand même relativement simple, sans que ce soit à connotation négative, mais... Oui, c'est exactement. Il y a une grande diversité de vins grâce au cépage, grâce au terroir, avec ses combinaisons géologiques qui marquent énormément les vins, et aussi par ce fameux niveau de sucrosité qui sont évidemment bien spécifiques dans les vendanges tardives et dans les sélections de grains nobles, mais pas toujours. Parfois, on a quand même, je pense notamment au Pinot gris ou au Gewürztraminer, qui parfois, sur certains terroirs, mieux exposés, plus exposés au sud, des terroirs qui font presque ressembler à des endroits plus méditerranéens, donnent une sucrosité au vin. Mais il y a certains viticulteurs, viticultrices, très malins et qui pensent vraiment à leurs consommateurs et qui utilisent une sorte de petite échelle graduée sur la contre-étiquette pour indiquer le niveau de sucrosité entre sec, un peu moins sec, et voilà. Comme ça, on sait à peu près, sur une échelle de 0 à 10, ce qu'on va trouver comme vin. Autrement, ça peut être un peu la surprise en ouvrant la bouteille.
Les vins moelleux, les liquoreux sont très aromatiques, ils sont plus puissants et les raisins sont riches en sucre au moment de la vendange. Il y a une sorte de surmaturité qu'on peut atteindre pour obtenir cette sucrosité. Et sinon aussi le même phénomène qu'à Sauternes, avec l'action de cette pourriture noble qu'on appelle botrytis cinerea. On dit que les raisins sont botrytisés, parfois à 100%, parfois seulement une petite proportion. Et cela, ça concentre les sucres et les arômes dans les baies. Tous ces cépages sont souvent vinifiés soit en sec, soit en un peu moins sec, soit en moelleux, soit en liquoreux, ce qui fait que ça donne une palette par cépage qui peut être assez vaste. Ok, donc vraiment une très grande diversité de vins, parce que de cépages, de terroirs, etc. Et du coup, ça me fait penser un peu à un autre sujet, puisque chez 3x20, bon, vous savez qu'on adore bien manger, on adore la gastronomie. Donc si on veut découvrir et déguster davantage de vins d'Alsace, avec cette diversité, j'imagine qu'on peut les accorder avec énormément de recettes différentes. C'est la grande force, et on sait que les Alsaciens sont très très forts en cuisine, hein. Il y a beaucoup de restaurants étoilés en Alsace et des recettes traditionnelles, etc. hein. Donc peut-être, je ne sais pas si ça te va, mais on peut peut-être parler des cépages et dire avec quoi ils vont, en mentionnant si on sec ou pas sec. Par exemple, regarde, le Riesling sec, avec la cuisine alsacienne, mais aussi avec les poissons ou les asperges, hein, pour changer, c'est vraiment aussi tout à fait délicieux, parce qu'il a des saveurs très délicates, parfois un peu fumées. C'est un cépage très transparent qui reflète beaucoup son terroir. Donc là, on arrive à avoir des choses très complexes. Un Gewürztraminer intense, complexe aussi, écoute, ça va par exemple très très bien en dessert, s'il est moelleux ou en vendange tardive par exemple, et s'il est sec, parce que ça existe aussi le Gewürztraminer sec, et ça, il faut absolument essayer ça avec des plats épicés, parce que comme il est assez rond, ça calme un peu le jeu des épices, ou le sucré-salé, les plats des saveurs asiatiques par exemple, ça va hyper bien avec. Le Sylvaner, un peu le délaissé de la bande, que j'adore moi personnellement. Je trouve qu'il y a eu énormément de progrès avec ce cépage récemment, dans sa pureté, parce que j'aime bien, il est vif et il est rafraîchissant. Donc, en apéro, c'est extraordinaire, ça va très bien aussi avec les fruits de mer, les poissons, tout ce qui est iodé, hein, finalement, ou éventuellement un peu vinaigré aussi. Tu penses au sushi, par exemple. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le pinot gris, par exemple, qui est plutôt riche, plutôt onctueux. Alors ça va aussi très bien avec le sucré salé, avec les viandes blanches mijotées, blanquettes, voilà, avec des fromages aussi, vraiment. Alors là, le plateau de fromage qui a plein de fromages différents, un seul vin, le pinot gris ira très très bien. Après, on a le pinot noir, qui peut être un peu corsé parfois, éventuellement un petit peu fumé sur certains terroirs. Le fait que le réchauffement climatique impacte aussi l'Alsace, ça donne des pinots noirs qui sont un peu moins légers qu'il y a quelques années. Donc là, il faut vraiment réintégrer le pinot noir alsacien dans ses choix d'accords mets et vins, avec les viandes rouges et même avec le gibier, ça peut aller super. Et puis, il ne faut pas oublier les créments, parce que c'est quand même 25% de la production régionale et en augmentation. Donc les créments, plutôt frais, plutôt délicat, surtout quand il y a du Riesling dedans, en apéritif et puis avec les desserts, bien sûr, ça va très très bien. Et alors au final, en 2 mots, qu'est-ce que t'aimes le plus dans le vignoble alsacien et les vins alsaciens ? T'arriveras jamais à me faire dire quelque chose en 2 mots. Je suis trop bavarde pour ça. Ce que j'adore dans l'Alsace, c'est les paysages à couper le souffle. Faut avouer que ça, c'est quand même assez extraordinaire. J'aime aussi beaucoup l'accueil des Alsaciens et la diversité des vins. Est-ce que vous avez déjà vu une liste de vins chez un producteur, une productrice de vins alsaciens ? C'est incroyable. C'est immense. Il y en a plein parce que chaque cépage est décliné en plein de choses. Il y a aussi toutes les distillations de fruits et les mares de Gewürz, voilà, tout ça, c'est vraiment magique. Donc j'adore l'Alsace pour plein de raisons. J'espère en tout cas que ce premier épisode du Tour de France viticole vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir les vins d'Alsace, d'y aller peut-être pour rendre visite à des vignerons si c'est pas déjà le cas. On se retrouvera pour la suite du Tour de France dans quelques épisodes et la semaine prochaine on discutera collage du vin. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.